Et nous accueillons Jean-Pierre Raffarin sous vos applaudissements qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. Bonjour Monsieur le Premier ministre, asseyez-vous. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Voilà, Merci. ça démarre très fort. Merci beaucoup, monsieur, d'être présent ici ce matin. Je vais vous laisser vous entretenir donc avec Philippe Largeau, président de la FNDT. Je vous laisse. Monsieur Raffarin, déjà, merci beaucoup d'avoir nous faire cet honneur d'être présent. Chez vous, chez nous, on va dire, on est chez nous et on accueille tous ces gens-là. Voilà. Donc, beaucoup de sujets. Ma première question, elle est sur forcément la situation actuelle. Quelle est votre vision et l'analyse par rapport à la situation au Proche-Orient? Ça commence fort. Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus en Poitou dans ce formidable futuroscope qui est une de nos fiertés que l'on doit à René Monory qui avait eu cette vision. C'est un équipement qui a plus de 40 ans et qui reste jeune, tourné vers l'avenir. Nous en sommes très fiers. C'est un facteur de développement important. Il y a plus de 10% des sciences de l'ingénieur, des formations des écoles d'ingénieurs qui sont ici. Il y a quand même beaucoup de forts qui ont été créés par cette dynamique territoriale, cet enracinement. C'est la volonté. Ça n'est pas venu d'un petit livre rouge ou d'un petit livre bleu. C'est venu de l'énergie des gens. Et c'est, je crois, une belle leçon d'avenir. Alors, pour parler de la situation internationale, je crois que je ne suis pas d'un naturel pessimiste, mais enfin, la situation est quand même assez grave, puisqu'au fond, on a quand même des tensions partout dans le monde, et que ces tensions ont le sentiment qu'elles sont aujourd'hui contre l'état de droit. Au fond, c'est la force qui avance, c'est l'état de droit, c'est le droit qui recule. Toute la France et l'Europe avaient misé sur un avenir de droit, des organisations internationales, multilatérales qui prodiguaient du droit, l'OMC, l'ONU, un certain nombre de structures qui organisaient un monde de droit. Et au fond, aujourd'hui, on entre progressivement dans un monde de force qui est caractérisé par la compétition de force de la Chine et des États-Unis et qui, finalement, avec le rôle de la Russie, avec le rôle de l'Iran, avec le rôle des uns et des autres, on voit que ce sont des batailles de puissance qui sont aujourd'hui engagées. Donc, je ne crois pas qu'on va revenir de manière rapide à une situation très apaisée. Je pense qu'en ce qui concerne l'Iran et le Moyen-Orient, on est dans une situation où les États-Unis vont probablement à un moment ou à un autre cesser parce que l'opinion publique américaine n'a pas élu Trump pour faire la guerre. Et donc il y a un moment où ça va se durcir. Mais je pense qu'Israël continuera quand même un certain temps parce que dans cette affaire, Netanyahou a réussi une performance réelle, c'est qu'il a engagé la première puissance du monde pour atteindre les objectifs d'Israël. Israël est menacé par l'Iran qui a dans sa constitution la destruction d'Israël comme ambition, qui doit avoir l'arme nucléaire pour détruire Israël. Et Israël avait prévu que de toute façon, il ne laisserait pas l'Iran conquérir le nucléaire. Donc ils vont aller jusqu'au bout de cette démarche. Et puisqu'ils sont engagés, ils vont vouloir anéantir notamment le Hezbollah qui est une branche de l'Iran, et qui est une force aujourd'hui qui est déterminée contre Israël, qui a des responsabilités très importantes dans le massacre d'octobre. Et donc, il y a quelque chose qui est aujourd'hui inéluctable, c'est cette détermination d'Israël qui fait que je pense qu'ils vont vouloir achever leur mission, ils vont aller très loin. La question que je pose, qui est une question difficile, c'est que est-ce qu'on a anéanti un peuple ? Est-ce qu'on a anéanti 100 millions d'habitants ? Est-ce qu'on a anéanti une civilisation, quelle qu'elle soit ? Je crains que non. L'histoire que j'ai vue, que ce soit la Libye, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit un grand nombre de territoires, au fond, avant le Vietnam, on peut mettre les bombes qu'on veut. Quand un peuple résiste, il finit toujours, même s'ils sont peu nombreux à la fin, par les actions terroristes, par un certain nombre de choses, à continuer le combat. Et au fond, ça ne s'éteint pas comme ça. Donc ces logiques qui sont des logiques d'anéantissement d'un peuple, ce sont des choses auxquelles personnellement je ne crois pas.
S'il reste quelques milliers, ils resteront déterminés, la rage au ventre. Et à ce moment-là, c'est plus la guerre avec les drones et avec les missiles, c'est la guerre avec les bombes, les terrorismes et les attentats suicides. Et ceci, c'est très difficile à gérer. Donc je crois qu'on est dans une situation assez instable. Les deux puissances que sont la Chine et les États-Unis n'ont pas intérêt à ce que la guerre dure, parce qu'ils vont souffrir terriblement dans leur économie. Donc je pense que la guerre ne va pas être forcément longue dans sa forme actuelle, mais je pense que nous avons, nous, à nous préparer à lutter contre le terrorisme et à bien voir dans cette compétition, et là on va rentrer dans des sujets qui vous concernent très bien, de se dire qu'est-ce que la France fait dans ce monde aujourd'hui qui est un monde de force, c'est un monde de droit. Nous avons une Union européenne qui n'a pas fait de la force sa stratégie, puisque la stratégie qui a été faite, c'est une stratégie du marché. On a créé un marché et une monnaie, et on a pensé que ce serait ça la force de l'avenir. Or, aujourd'hui, la force de l'avenir, c'est quand même, si on a une force aujourd'hui, c'est notre bombe nucléaire, c'est notre capacité de dissuasion et c'est notre place au Conseil de sécurité. Donc, on a quand même une fragilité aujourd'hui dans ce monde de force. Et la grande question qui est posée aujourd'hui, c'est comment allons-nous vivre ces années qui viennent avec les atouts de la France. Et c'est, je crois, quelque chose de très important. Je vais terminer là ma première intervention, mais c'est de dire que je pense il se trouve que j'ai une réflexion à mener aujourd'hui, parce que le président de la République m'a confié une mission qui est de définir un peu les relations franco-chinoises à l'horizon 2040. Je cherche les sujets sur lesquels la Chine aura besoin de nous, et de voir notre rapport de force en fonction en quoi la Chine peut être dépendante de nous. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Mais il y a au moins une chose, c'est l'agriculture d'une part et c'est le nucléaire d'autre part. Il n'y en a pas 36 000. Et surtout, ne lâchons pas les seuls sujets sur lesquels notre pays a de la force. Nous sommes dans un monde de force. Nous abandonnons pour un temps, je l'espère, le monde de droit. Donc ne croyons plus aux organisations internationales trop puissantes, parce qu'on voit bien qu'elles sont paralysées. L'OMC est paralysée, l'UNESCO, les États-Unis se retirent, le Conseil de sécurité est paralysé. Tout ce qui devait produire le droit international est aujourd'hui paralysé. Et donc ce qu'il faut, c'est avoir de la force. Et la force, c'est des atouts qui créent une dépendance des autres. Et je pense que l'alimentation, la sécurité alimentaire, l'espace, c'est des choses que nous avons, cette diversité agricole, nous avons un certain nombre d'atouts. Donc ça, c'est mon message principal aujourd'hui. Je crois que tous ceux qui pensent à l'avenir de la France doivent se dire qu'il faut refaire de l'agriculture une priorité nationale, mais c'est parmi les 2 ou 3 priorités, parce que dans ce monde, il faut chercher là où on est fort, là où on a une histoire, là où on a les équipes, là où on a la formation, là où on a la recherche, et puis là où les autres sont moins forts que nous. Et c'est quand même très important. Merci sur cette première analyse. Alors, ce conflit qui a démarré il y a quelques jours en Iran, 48 heures après, le baril a flambé, avec un impact sur le litre de GNR direct dès le début de semaine suivant. On représente 30%, nous, prestataires de services agricoles, ruraux et forestiers, on représente 30% de la consommation du GNR global français. Notre inquiétude aujourd'hui, c'est que face à ce conflit qui entraîne la flambée des prix, comment peut-on gérer cela et quels sont les leviers qui vont permettre peut-être avoir une redescente un peu de cette flambée incroyable des prix des carburants? Je crois que notre principal atout, mais c'est quand même très difficile, mais notre principal atout, c'est que les États-Unis et la Chine souffrent plus que nous. Et qu'ils ne peuvent pas se permettre, la Chine notamment, ne peut pas se permettre une durée longue du blocage du détroit. Et donc, les États-Unis non plus. Donc je pense que pour ce qui est du détroit notamment, des mesures seront prises dans les jours qui viennent pour libérer et pour qu'on ait une baisse des prix. Mais naturellement, tout ceci, ce sera une accalmie parce que naturellement, le terrorisme va se concentrer sur ce type de questions. Parce que ce qui est très important, je crois, à bien mesurer aujourd'hui, c'est pour ça que tous ces guerriers, tous ces discours de guerre que j'entends,
La guerre ne résout rien. Car à un moment ou à un autre, quand les peuples sont humiliés, quand les peuples sont massacrés, quand 150 enfants, 180 enfants sont détruits dans une école, les gens ont la rage au ventre. Et aujourd'hui, ils se moquent presque de mourir, et ce qui compte pour eux, c'est qu'on meurt. Et c'est ce côté suicidaire de certains types de nations en guerre qui est aujourd'hui... Le jour où l'Iran n'a plus d'armes, qu'est-ce que veut l'Iran? L'Iran veut qu'on se casse tous la figure. Et l'Iran va chercher, à un moment ou à un autre, la panique économique globale. Et ils vont jouer forcément sur le pétrole. Donc c'est ça notre difficulté. Alors je crois que les grandes puissances vont agir, parce que nous-mêmes, on est assez peu capables d'agir. On peut se défendre, mais on peut difficilement régler le sujet. Mais je pense que donc les grandes nations vont faire un effort. Donc je pense qu'on va avoir une accalmie d'ici une quinzaine de jours. Mais tout ça va être très fragile. Et on va sans doute avoir une économie avec des hauts et des bas en fonction des actes de guerre, mais qui ne seront plus des actes massifs de blocage, parce que ça, je pense que les grandes puissances ne peuvent pas se permettre. Vous avez vu en Asie aujourd'hui les files d'attente qu'il y a. La situation est terrible en Asie aujourd'hui sur l'approvisionnement, parce qu'il y a une grande capacité d'approvisionnement qui vient du détroit d'Ormuz. Donc je pense qu'on va avoir une période d'accalmie d'ici une quinzaine de jours, mais je pense qu'on va quand même être dans une économie. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit très bien, parce que c'est quand même là où se fait le rapport de force aujourd'hui. Il faut affaiblir l'économie du monde occidental. C'est là où M. Trump prend des responsabilités folles. Pour quelqu'un qui voulait la paix, il s'y prend d'une drôle de manière. Parce que vraiment, il y a un moment ou un autre où tous ces peuples-là, ils n'auront qu'un seul moyen pour nous punir, c'est de nous couper le pétrole. Et ça, ils nous puniront tous, et ils puniront le monde occidental et toutes les économies performantes de manière majeure. Merci. Alors, on peut entendre dans vos paroles que la première lueur d'espoir, c'est que le conflit s'arrête rapidement pour qu'enfin il y ait une chute un petit peu du baril. Alors, vous avez en face de vous un public qui représente 22 750 entreprises, des TPE, PME, qui représentent 170 000 actifs. Et donc, notre question aujourd'hui, face un petit peu à tout ce qu'on voit, la permacrise, qui sera aussi notre thème de cet après-midi, comment nos entreprises aujourd'hui, qui sont des entreprises qui prennent des risques, qui s'engagent, qui emploient, qui forment, comment demain peut-elles être encore plus compétitifs pour aider le développement économique? Alors, bon, je connais bien vos entreprises et je vois bien la part importante qu'elles jouent, notamment dans l'évolution démographique, puisque vous apportez, il y a un transfert d'emploi qui est quand même très important, et en plus vous venez avec de la technologie, vous venez avec des progrès, donc vous avez un rôle très très important. Mais la première des choses, c'est qu'on arrête le déclin de l'agriculture. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse non plus à poser l'agriculture par rapport au changement climatique seulement, c'est-à-dire pas de manière assez idéologique, mais qu'on voit l'agriculture par rapport à la situation internationale, c'est-à-dire par la défense de nos atouts. Et de se dire qu'il nous faut 2 ou 3 atouts sur lesquels on va être parmi les leaders mondiaux. C'est ça, aujourd'hui, défendre la France, c'est de se dire en quoi sommes-nous des leaders mondiaux? Parce que le monde à venir n'est pas un monde pour les médiocres. C'est un monde qui va être dominé par les leaders. Nous sommes dans un monde de leadership maintenant. Donc en quoi la France peut-elle être leader? C'est ça ce à quoi il faut réfléchir. Et de mon point de vue, la France peut être leader en matière agricole, d'alimentation et de sécurité alimentaire. Et ceux qui seront capables d'assurer la sécurité alimentaire de leur pays et des autres auront une force considérable. 1, la bombe, 2, la sécurité alimentaire. Donc, il y a 1000 préoccupations que nous avons dans la société qui doivent être des préoccupations de second plan, car ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la France doit avoir accès à des positions de leader. Nous avons historiquement une position de leader en Europe
sur l'agriculture. Cette position est challengée aujourd'hui, nous sommes fragilisés et nous sommes dans une situation d'affaiblissement de notre agriculture. Il faut stopper cet affaiblissement. Donc la première des choses, je crois qu'il faut avoir en tête, c'est la protection de la surface agricole. Je sais que c'est un sujet difficile à dire avant les municipales, parce que mes copains les maires, j'ai été très longtemps sénateur, je sais bien que tous les maires veulent bien, et quand vous serez maire, vous allez voir ça. Il y en a d'autres qui sont maires aussi. Naturellement, mais les parkings, les développements, tout ça, il faut protéger la surface agricole. C'est notre patrimoine d'avenir. Et si on continue à réduire la surface agricole, nous aurons des fragilités très importantes. Nous sommes un pays vaste, nous avons des terres, et ces terres cultivées, ça doit être le patrimoine. Ce sont nos églises de demain. Il faut les protéger. Je pense qu'il faut commencer par là pour défendre l'agriculture. Parce que si on laisse, c'est un autre sujet, mais je vois bien, notamment dans le pays que j'étudie depuis maintenant plus de 50 ans, qu'est la Chine, leur logique, c'est l'urbanisation. Et ils construisent des villes de 30 millions, 35 millions d'habitants. Nous, on a commencé à essayer de faire un certain nombre de métropoles. Les métropoles ne règlent pas les problèmes de notre société. Les métropoles sont capables de faire des centres-villes magnifiques. Bordeaux est magnifique, Toulouse est magnifique, Lille est magnifique, Strasbourg est magnifique. Mais tout autour, quand on voit à peu près tout ce qui s'y passe, il y a beaucoup de problèmes. Et les problèmes sociaux ne sont pas traités dans les grandes métropoles. Il y a une forme de déshumanisation. La grande ville, ce n'est pas notre terrain de jeu, ce n'est pas là où est notre culture. Ce n'est pas là où nous serons les meilleurs mondiaux. Il y a des gens qui travaillent déjà sur ces sujets-là dans un grand nombre de villes, et je peux vous dire que sur l'Asie, ils font de l'urbanisation le progrès social. Un gars qui quitte la campagne pour aller à la ville, c'est quelqu'un qui est, pour le gouvernement, une réussite. C'est de moins en moins de population rurale, de plus en plus de population urbaine, c'est ça le signe du développement moderne. Pour nous, ce n'est pas le signe du développement moderne. Vous êtes ici dans un département où, avec René Monory, il était président de département, moi j'étais président de région, nous avons fait le choix de ne pas essayer d'avoir à Poitiers plus de 100 000 habitants, comme Limoges qui a 200 000 habitants. Nous avons veillé à ce qu'il y ait une trentaine de villes de 3 à 5 000 habitants tout autour de Poitiers. Et tout autour de Poitiers, nous avons à Chauvigny, à Neuville-de-Poitou, à Vivonne, à Bouillé, tout ça. Nous avons toute une série de petites villes qui ont des capacités d'autonomie, mais en même temps qui vivent, même si les gens ont des emplois souvent à Poitiers, on a à travailler la garde d'enfants dans les communes pour que les parents puissent travailler dans la ville, qu'on concentre des emplois, c'est ça, mais qu'on permette à des gens d'habiter à, disons, un quart d'heure, 20 minutes. On avait choisi le diesel d'ailleurs à l'époque. Oui. Hein, donc des gens qui on leur a dit qu'il fallait prendre le diesel pour aller habiter là, mais maintenant, vous regardez votre prix de l'essence. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'il faut quand même que les gens qui font de l'idéologie avec ça respectent au moins les orientations et le choix qu'ont fait un certain nombre de gens au moment où ils ont choisi de travailler avec le diesel. Et donc, je pense que cette logique-là de l'aménagement rural, c'est une logique qu'il faut vraiment prendre en France. Nos petites communes, ce n'est pas la faiblesse de la France. C'est au contraire l'animation de notre territoire. Et donc, il faut faire de notre territoire et penser que ce n'est pas en agrandissant Paris qu'on va faire... Déjà, il y a beaucoup de problèmes qu'ils n'ont pas réglés dans toute la région Île-de-France. Et donc, ce n'est pas parce qu'on va faire des grands trucs qu'on va être capable de régler. Plus c'est grand, plus ça déshumanise. Or, les solutions, c'est l'humanisation. C'est que les gens se connaissent, que les gens s'informent, qu'on voit ce que c'est que la société, qu'on comprenne ce qui se passe, et pas qu'on soit tous anonymes, et que finalement, tout le monde peut faire n'importe quoi. Il est anonyme sur les réseaux sociaux, il est anonyme partout, personne ne le connaît, il peut faire ce qu'il veut, et tout ça. Il est au fond, camouflé dans la société. Il faut quand même qu'on puisse s'assumer. Donc je pense qu'il faut, pour votre métier, vous êtes un facteur de développement, mais il faut d'abord se battre sur la place de l'agriculture dans nos priorités. Je trouve assez triste que dans notre pays, on ait abandonné des structures vraiment qui étaient des structures de moyen terme. Je pense à la DATAR,
quelques-uns sans doute ont connu la DATAR. Pour eux, c'était un organisme d'aménagement du territoire. Je vous assure, quand j'étais jeune président de région, j'aurais souvent annulé un déjeuner avec un secrétaire d'État. J'aurais jamais annulé un déjeuner avec la DATAR. Parce que la DATAR, il nous rendait plus intelligents. Il nous donnait des informations, il nous donnait des cartes, il nous donnait l'évolution de notre territoire dans 10 ans, dans 15 ans. Il faisait de la prospective. Il nous aidait à être plus forts. Et donc, il renforçait le temps du long terme. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir au-delà de 2 ans. À 2 ans, c'est déjà du long terme. Non, on n'a plus de plan, on n'a plus de logique, de prospective. Et donc, il faut remettre l'agriculture comme une priorité nationale, mais pas sur 1 an ou sur 2 ans. Se dire sur 15 ans, sur 20 ans, 2040, 2050, il faut qu'en France, on soit capable, et je pense que c'est un des objectifs qu'il faut voir, il faut que la Chine soit dépendante de nous pour bien des choses. Que ce soit sur la qualité, que ce soit sur la qualité des semences, que ce soit sur la qualité de mode de production, que ce soit sur la qualité des produits. On a 1200 IGP AOP. On a quand même une qualité. Ça, on a des centres de formation, on a des écoles d'ingénieurs, on a des écoles. On a tout autour de l'agriculture et de l'agroalimentaire quelque chose qui doit être mis au cœur de la société. Je pense que c'est ça, c'est une bataille de société. Il faut sortir de la bataille idéologique aujourd'hui où on fait de l'agriculture la dialectique de l'environnement. Aujourd'hui, politiquement, l'environnement, c'est le Dieu nouveau et l'agriculture, c'est ce qui empêche le Dieu de s'épanouir. Donc, il faut sortir de cette idéologie, y compris sur toutes les questions. Vous êtes ici dans une région où il pleut pas mal l'hiver. Mais comme on est dans un terrain assez bas, le marais Poitevin notamment, toute l'eau qui tombe, elle part à la mer. Si on ne bloque pas l'eau, on a quand même des questions vraiment difficiles. Ça, il faut traiter. Il y a des régions qui n'ont pas le même problème que nous. Mais quand vous voyez que des pays comme le Maroc n'ont pratiquement pas de problème d'eau, parce que simplement ils ont des réserves, il faut quand même se poser les questions de manière très pragmatique. Comment on évite que l'eau parte dans le marais Poitevin et qu'elle aille systématiquement quand elle tombe? Parce que nous, ici, nous avons beaucoup d'eau l'hiver et beaucoup de sécheresse l'été. Et donc, il y a quand même des choses qu'il faut pouvoir traiter. Alors, je veux bien qu'il y ait de la biodiversité, je veux bien tout ça, mais je ne veux pas de l'idéologie de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à en tuer d'autres pour lutter contre les bassines. C'est cette idéologie dont il faut sortir aujourd'hui. Et pour sortir de cette idéologie, il faut que l'agriculture soit un objectif stratégique. Et qu'on fasse bien comprendre aux Français qui vont se protéger, qui se protègent aujourd'hui parce qu'on aura la bombe, mais aussi parce qu'on aura la sécurité alimentaire et que tout le monde aujourd'hui, les risques de famine sont terribles. Le peuple iranien est affamé, il y a de la famine aujourd'hui dans le monde. Toutes ces guerres conduisent au malheur et conduisent à la famine. Ceux qui maîtriseront la sécurité alimentaire, c'est une arme de première nécessité. Donc je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut replacer, il ne faut pas rester dans les petits débats aujourd'hui. Il faut sortir ça pour mettre l'agriculture comme une priorité nationale. Et ça, j'espère qu'un président de la République ou qu'un candidat partira avec ce type d'idée. Il y a 2 ou 3 choses qui sont très importantes. Moi, je pense que la première des choses, c'est le nucléaire. La deuxième des choses, c'est l'alimentaire. Et la troisième, pour moi, c'est la mobilité des transports, et notamment le ferroviaire et les petites lignes, et d'aménager le pays. Quand on voit la manière dont Clermont-Ferrand est desservi aujourd'hui, c'est un scandale de ça. Donc, il y a à irriguer le pays avec le ferroviaire, ce qui est aussi quelque chose qui est très bien pour le changement climatique. Donc, il faut naturellement connaître le changement climatique, naturellement la biodiversité, naturellement tout ça, mais surtout de se dire que si la France abandonne ce qu'était la France de nos grands-parents, le leader agricole, eh bien nous perdrons une grande... C'est pas sur les villes que nous serons les meilleurs, c'est pas sur la Smart City que serons nous les meilleurs. Il y a des villes comme Chongqing, Shanghai, ils ont 40 ans d'avance sur nous là-dessus. On ne sera pas les meilleurs là-dessus, on aura toujours besoin d'eux là-dessus. Vous avez vu sur le véhicule électrique, nous on en a parlé, ils l'ont fait. Et donc maintenant, ils envahissent avec le véhicule électrique. Donc, et on voit bien que il faut qu'on pousse les technologies, il faut qu'on pousse les smart compagnies, toutes les start-up et tout. Il faut qu'on pousse tout ça. Mais il faut bien se dire que ce n'est pas là-dessus qu'on sera les champions du monde. En revanche, sur la sécurité alimentaire, sur le lait infantile, sur un certain nombre de productions, sur la capacité qu'on peut avoir à avoir la continuité de la productivité. Parce que c'est là où vous pouvez apporter beaucoup de choses dans vos métiers. C'est cette modernisation de l'agriculture avec cette modernité qui a toujours été l'histoire de l'agriculture. Quand on regarde un territoire comme ici, regardez la productivité du monde agricole sur 30 ou 40 ans. C'est quelque chose de phénoménal. Il n'y a pas beaucoup de secteurs qui ont eu les efforts de productivité qu'a eu l'agriculture. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est que l'agriculture de demain, ce n'est pas l'agriculture traditionnelle, c'est une nouvelle agriculture, mais une agriculture qui fera que la France, sur le plan de la sécurité, soit respectée par les autres.
Un pays n'est respecté que s'il a des forces. Quelles sont les grandes forces françaises? Ce n'est pas notre goût du travail, hein, soyons clairs. C'est le gars qui a supprimé le lundi de Pentecôte qui vous dit ça. Hein? Donc, il faut se dire, c'est bien beau de jouer des muscles comme ça, mais quand on voit qu'il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour leur cause, il faut quand même se dire que nous, il nous faut des vraies forces pour résister à tout ça, hein, pour être respectés dans le monde. Il nous faut des vraies forces. Ce n'est pas sur les discours qu'on est respecté, c'est sur les forces. Donc, où sont nos forces? Et là où on a une force, c'est pour ça que je pense que la terre cultivée, c'est quelque chose qui devrait, dans le patrimoine, à protéger tout ça. Et qu'on arrête de bétonner toute la France, parce qu'on n'aura plus notre force. Ce n'est pas dans la compétition de l'urbanisation que nous serons les meilleurs. Merci, en tous les cas, pour ces éléments. Alors, vous avez cité des choses qui m'interpellent. Vous avez parlé d'environnement, biodiversité. Il s'avère que c'est un sujet où on est confronté tous les jours. Puisque on nous parle au ministère de la Transition écologique, au ministère de l'Agriculture, on nous parle de protection de l'habitat, protection des espèces protégées, de biodiversité, de protection de l'environnement, de protection des forêts. Mais jamais on nous parle de la protection de nos entreprises et de la protection des hommes et des femmes qu'on emploie et que nous sommes. Comment il peut y avoir un tel décalage entre la réalité de terrain, les entreprises, les faiseurs de valeur ajoutée, les gens qui travaillent, comme vous dites, et des politiques qui, quelquefois, on a l'impression qu'ils sont lunaires, qu'ils sont complètement en décalage par rapport à la réalité de terrain. Ouais. Alors, pardon, vous avez été 3 ans Premier ministre. Vous devez connaître le sujet des deux côtés. Par rapport à aujourd'hui, ça fait longtemps. C'était hier. Ça fait long. C'était hier. Non, mais je veux dire, 3 ans, ça fait beaucoup pour les premiers ministres d'aujourd'hui. Mais je crois que vous êtes recordman, non? Je crois que c'est vous qui détenez le record, non? Non. Non, il y en a qui ont fait 5 ans. Oui, mais on va dire que ceux-là, ils ne comptent pas. Ah ouais. Alors, si ceux qui ont fait plus de 3 ans ne comptent pas, je suis en effet encore mal. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît une performance. Bon, je pense que ce que vous dites, je le ressens bien. On a plein de débats qui sont des débats complètement idéologiques sur la diversité. Bon, alors, le débat sur la chasse, c'est un débat incroyable parce que s'il y a des gens qui connaissent bien le monde animal, c'est bien les chasseurs. Et s'il y a bien une protection, si on a fait des bracelets, si on a fait tout ce qu'il fallait pour justement bien maîtriser la survie d'un certain nombre d'espèces, c'est avec la chasse. On voit bien qu'on peut se dire à un moment que la régulation, c'est quelque chose d'important et que ça peut se faire de manière responsable. Mais à condition qu'on ne soit pas idéologique. Et aujourd'hui, on est de l'idéologie. La bassine, c'est devenu de l'idéologie. La chasse, c'est devenu de l'idéologie. Donc, on est dans une société qui est assez terrible parce que, vous voyez, ça, on le voit maintenant partout. On accuse toujours. Il faut toujours un responsable. On accuse ceux qui font quelque chose. Et les réseaux sociaux, c'est un tribunal permanent où les gens, sous forme d'anonymat, accusent d'autres d'avoir des mauvais comportements, d'être des mauvais citoyens, de donner des leçons, alors que tous ceux qui donnent des leçons ne sont pas toujours irréprochables. Je pense qu'il faut donc sortir un peu ça de l'idéologie. Mais vous avez complètement raison, on arrive aujourd'hui à ce que finalement on protège plus les animaux que les personnes. Je me souviens, on a bloqué des autoroutes pour des espèces qu'il fallait absolument protéger et qu'on a connu un certain nombre de choses qui à un moment se disent mais on demande quelque chose, c'est le retour à l'humanisme, la défense de la personne humaine et qu'au moins on puisse tenir compte de ça. Ce que je crois, c'est que dans notre société aujourd'hui, il faut revenir au pragmatisme. Et pour le pragmatisme, il y a quelque chose qui est très importante, c'est d'arrêter d'avoir cette classe politique que nous avons, qui est une classe déracinée. On a voulu changer le monde, et je trouve que c'est une affaire stupide que le maire soit exclu de la fabrique de la loi. Aujourd'hui, les maires ne peuvent pas participer à la loi. Le maire est celui, un, qui est le plus respecté par les Français. 2,
qui connaît les malheurs des gens. C'est lui qui va prévenir les gens quand un gamin a un accident de moto, qu'il faut aller prévenir les parents. C'est lui qui va au mariage, tout ça. Il connaît les fêtes, il connaît les douleurs. Il connaît la vie, il a l'épaisseur humaine. Et celui-là, on dit surtout pas à l'Assemblée nationale. Tu as été maire, donc tu as l'élection. Oui, sauf que moi, je peux vous faire un cours sur le président de région, mais je ne suis pas président de région depuis une vingtaine d'années. Ça a beaucoup changé. Hein. Et puis, quand vous avez les responsabilités sur l'épaule, que vous votez, mais que vous pensez que vous êtes en même temps maire, et que demain, sur le marché, vous allez voir les gars qui vont vous dire « Pourquoi tu as voté ça? Pourquoi tu as fait ça ?» Là, tu vas contre nos intérêts, tu vas contre nous. Parce que le maire, c'est quelqu'un qui a des contacts, c'est quelqu'un qui est appelé par son prénom par une grande partie de la population, et c'est quelqu'un où les gens n'ont pas peur de lui dire « Tu fais une connerie ». Et donc, que l'on ait des responsables aujourd'hui qui sont déracinés, c'est ouvrir la porte. Ça a été une erreur considérable, c'est ouvrir la porte aux idéologies. Ils n'existent plus en fonction de leur propre terrain, ils existent en fonction de l'étiquette politique qu'ils peuvent porter et au fond des slogans, des idées qu'ils connaissent. Donc ils sont contre les bassines. Ils ne sont pas pour les hommes, ils ne sont pas pour ceci, ils ne sont pas pour ça, ils sont contre les bassines. Ils sont contre ceci, ils sont contre cela. Et donc je pense qu'il faut revenir à un pragmatisme. C'est vrai de la politique, c'est vrai de l'administration. Quand j'ai commencé la politique, le préfet avait un rôle d'arbitrage. Je me souviens des batailles entre deux maires, des problèmes de rivalité de communes, des choses comme ça, on allait chercher l'arbitrage du préfet. Et puis il arbitrait, il regardait le pour, le contre, et puis on avait une décision. Maintenant, les gens n'arbitrent plus, les gens ne mettent pas du bon sens quelque part, ils appliquent des process. Ils appliquent des procédures. On leur a donné une procédure du Parlement, une procédure de l'administration, une procédure de l'Europe. Ils font respecter des procédures. Ah, vous n'avez pas respecté la procédure, donc vous ne pouvez pas faire ça. Donc là, le fonctionnaire n'est pas quelqu'un qui met du bon sens, comme on voudrait. Il est aujourd'hui le pauvre, et ce n'est pas de sa faute, mais c'est le système qui veut ça, on le charge d'une procédure. Et donc il faut respecter les procédures. Et ça, je crois que ça veut dire quoi, les procédures? Les procédures, ça veut dire que c'est l'idéologie qui gouverne et qu'on applique en bas sans chercher à mettre de l'humain et à mettre de l'arbitral. Parce que c'est vrai que quelquefois, quand il y a une usine qui est un peu trop près d'une église, ça pose un problème, d'accord. Bon, il y a des fois on peut l'accepter, il y a des fois on ne peut pas l'accepter. Donnons à un préfet bien formé la capacité d'arbitrer. Et c'est à lui de prendre la décision, oui, il le fait ou non, il ne le fait pas. Donc il faut qu'on mette de l'humain dans les choses pour qu'on ait une capacité d'appréciation. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de terrible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, on a assisté à la chute des idéologies au départ, parce qu'avec le mur de Berlin, avec un certain nombre de choses, le marxisme, qui était très dominant, y compris dans notre culture politique en France, il a été étouffé. Et donc, et l'idée libérale, parce qu'il y a eu les excès d'un côté, et l'idée marxiste communiste de l'autre. Et donc finalement, cette bataille entre le monde libéral et ça a été très affaiblie. Et dans cet affaiblissement idéologique est arrivée l'écologie. Et l'écologie a pris la place de l'idéologie politique. Et donc beaucoup de gens se sont positionnés comme ça. Ah, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite, je suis écologiste. Mais en fait, c'est quelque part, c'est une forme de dictature, parce que c'est au nom d'un certain nombre de principes qu'on applique. Qu'on soit pour des efforts pour le changement climatique, qu'on soit pour un certain nombre de sujets. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais moi, je connais des chasseurs qui sont des très, très grands écologistes, hein, et qui sont attachés aux écologies, mais ils savent marquer si, sur le tronc de l'arbre si c'est une laie qui est passée ou si c'est un sanglier. Donc, ils savent exactement ce qui s'est passé, quasiment quel âge a la bête. Donc, ils connaissent tout ça parce qu'ils vivent avec. Et je crois que c'est ça qu'il faut. Il faut redescendre dans les responsabilités pour mettre de l'humain dans la décision. Alors, merci de cette précision, mais nous, on est confrontés, je vais vous prendre un exemple. Dans la salle, on a des entreprises de travaux agricoles, travaux et travaux forestiers. Dans le domaine forestier, on a des donneurs de leçons où on nous dit il faut arrêter de cultiver la forêt, en fait. Il faut arrêter d'abattre, il faut arrêter de broyer, il ne faut pas toucher à la biodiversité. Il faut préserver la biodiversité. Donc, en fait, cette biodiversité, ça veut dire qu'elle existe, il faut la préserver. Si elle existe, c'est bien que depuis des décennies, il y a des acteurs forestiers qui ont fait le travail pour entretenir cet environnement et cette biodiversité. Aujourd'hui, on renverse la table en disant « mais oh là là, attention, il faut bien aller au-delà, il ne faut surtout plus mettre un pied dans la forêt, il ne faut pas marcher sur une espèce qu'on vient de découvrir mais qui existait quand même il y a 40 ans, il ne faut pas broyer,
en fait, l'entretien des forêts, le travail que font les entrepreneurs forestiers, c'est garantir un état de la forêt. La forêt, aujourd'hui, c'est des 7 millions d'hectares en France. C'était 14 millions, je crois, dans les années 50. Donc, ça veut bien dire que la forêt, elle est là, elle existe, elle prolifère, elle est entretenue. Et d'autre part, on apporte une sécurité. Parce que tous les gens qui se promènent en forêt, si on ne devait plus intervenir du tout en forêt et qu'on laissait la forêt régler naturellement elle-même, ça serait une catastrophe. Et donc, on est confronté, en plus, on atteint un seuil très grave de vandalisme. Vous êtes certainement au courant. De vandalisme sur les machines, de vandalisme sur les hommes, qui sont du fait de la responsabilité de groupes idéologiques qui se disent meilleurs que tout le monde, au-delà du politique, qui se permettent de passer outre les lois, qui, entre autres, eux, n'ont pas de loi contre eux parce que personne ne leur dit rien. Comment ça va se finir? Moi, ce que j'ai peur, et je parle au nom de mes collègues, c'est qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont revendiquées. Il y a des plaintes qui sont posées. Ça en va de la survie des entreprises. Et les machines, on est, je crois, à 150 machines vandalisées depuis 2 ans. C'est une catastrophe. Moi, ce que j'ai peur, c'est que si l'État ne prend pas une rigueur, comme beaucoup de points d'ailleurs, si l'État ne prend pas une rigueur pour mettre fin à ces groupes crépuscules qui mettent une idéologie dont on n'a pas besoin, j'ai peur qu'on aille au drame. Et vous l'avez dit, je pense que dans ce monde idéal, on n'a pas besoin de guerre. Et surtout, on n'a pas besoin de confronter des hommes sur le terrain et que ça finisse en drame. Je pense que vous avez complètement raison sur cette violence. La violence ne conduit nulle part, ni dans un sens, ni dans un autre d'ailleurs, ni dans la provocation, ni dans la répression. La violence ne conduit nulle part. Et c'est pour ça que je suis très inquiet sur la situation de l'Iran, avec 100 millions d'habitants. Ils trouveront d'autres formes de violence. La violence change, mais elle est là. Et la violence et la guerre sont des sœurs jumelles. C'est la destruction de l'autre, c'est le non-respect de l'autre. Et ce qui est inquiétant dans notre société, c'est qu'on commence à banaliser la violence. Et qu'on tolère de la violence, on accepte de la violence, on trouve de la légitimité à la violence. Et je pense que c'est quelque chose de très coupable. Vous savez, moi, il se trouve que c'est ma nature, tout ça, mais j'ai toujours détesté les hommes ou les femmes en colère. Mais j'ai vu en politique des gens qui jettent leurs papiers comme ça à la tête de leurs collaborateurs de temps en temps. Tous les gens qui perdent leur sang-froid sous la forme de la colère. Pardon, mais une femme en colère, c'est un signe de bonne santé aussi. Hein. Bon. Ouais. Bon, excusez-moi. Hein. Pour ceux qui ont fait l'école d'agriculture. Mais je pense que ça, c'est donc dans notre société, on se trompe beaucoup, parce que la violence n'est jamais acceptable. Mais c'est aussi d'idéologie. C'est Jean-Paul Sartre qui disait « L'homme est innocent de lui-même ». Non, l'homme n'est pas innocent de lui-même. Je suis responsable des conneries que je fais. Et qu'on me pardonne après, qu'on discute, qu'on me répare, ça c'est une chose. Mais qu'on reconnaisse que de toute façon, la responsabilité, elle est sur les pauvres. C'est pas ma classe sociale, c'est pas mes pauvres parents qui ont fait ça, c'est pas ceci, c'est pas cela. Si je fais une connerie, c'est mon fait. Et c'est à moi qu'il faut en rendre compte. Et qu'il faut que je l'assume. Et je pense que ça, c'est toute une éducation très culturelle qu'il ne faut pas avoir d'indulgence avec la violence. Et donc, je suis tout à fait comme vous, quand j'ai vu dans les Deux-Sèvres les batailles et la violence sur les affaires de bassines, alors que c'est une question qui a été débattue juridiquement sur 3 ans, sur 4 ans, 5 ans peut-être même, avec des procédures, des jugements, des rejugements, tout ça. Bon, il y a beaucoup de droits dans tout ça, et qu'est-ce que ce n'est pas respecté? Or, on a inventé le droit, on a inventé la politique pour lutter contre la violence. On fait des règles, on essaie de faire en sorte que tout ça soit légitime, on essaie de partager un peu les choses, mais c'est clair que quand il y a de la violence, c'est la politique qui est responsable. C'est que la politique ne répond pas au sujet. Je crois qu'il faut partir de ce principe-là, que la politique, elle est là
pour lutter contre la violence. Et donc, d'un côté, il y a la banalisation de la violence, mais d'autre côté, c'est que le système social n'est pas innocent de la violence, parce que le système social a été inventé pour que les gens ne se battent pas. Et on a fait de la politique pour que les gens ne se battent pas. Et donc, parce qu'on sait très bien qu'il y a des risques, il y a des compétitions et tout ça. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est très, aujourd'hui, pernicieux de voir qu'on tolère ce pauvre petit, vous avez vu quelles conditions il a été fait, tout ça. Et bah oui, donc il a attaqué la vieille dame, mais il avait faim, il avait ceci, il avait cela, ou la maman, elle a ça, oui, mais elle avait des enfants qu'il fallait nourrir, et tout ça. On ne justifie pas la violence. Non, en aucune façon. Après qu'on regarde les conditions sociales, qu'on regarde tout ça, bon, on peut aider à ce que les gens se relèvent. Le pardon, ça existe. On peut discuter de la société comme ça. Mais la responsabilité, on ne la discute pas. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est tout cet anonymat des réseaux sociaux, l'anonymat est quelque chose d'énorme. Tu te mets une insulte sur quelqu'un, tu ne peux pas être anonyme. Si tu veux insulter quelqu'un, tu le dis toi-même. Parce qu'on a le droit de dire la diffamation, on a quand même le droit pour nous protéger. Mais l'anonymat, ça corrige le droit. Je le fais anonymement et personne ne peut me dire quoi que ce soit. Et je tape et je fais du dégât. Simplement. Alors, pour ce qui est de vos métiers, je vois bien que les gens qui perdent par le droit aujourd'hui veulent se rattraper, comme d'ailleurs sur la guerre. Ceux qui perdront la guerre vont se rattraper par le terrorisme. Sur tous les domaines. Voilà, ce que vous avez sur vos machines, c'est une forme de terrorisme. C'est des gens qui ont perdu sur le droit et qui veulent rattraper pour ça. Donc ça, je pense qu'en effet, il faut que dans notre société, on accepte cette idée que l'individu n'est pas innocent de lui-même, que les gens sont responsables et que l'État ne doit pas avoir cette vision aujourd'hui qu'il a, qui est une vision, je dirais entre guillemets, plus sociale que vraiment politique ou stratégique au sens où on doit condamner toute forme de violence. Pourquoi alors vous dites que l'État ne doit pas, mais pourquoi l'État ne fait pas ? Quel est le frein aujourd'hui pour qu'à un moment donné, l'État mette une rigueur, mette des interdits, mette simplement le bon sens et la raison qu'on a connu quand on était enfant et qu'il y a 40 ans, où on avait des règles, des valeurs et des interdits? Pourquoi l'État n'arrive pas à mettre ça en place? Je pense que c'est une question un peu de philosophie chez nous. Je compare beaucoup, parce que je travaille depuis maintenant assez longtemps sur les sociétés asiatiques. En Chine, l'unité est une valeur. On n'attaque pas l'unité. Celui qui broie l'unité est coupable. Alors naturellement, nous, notre valeur, c'est la personne humaine. Et j'y suis très attaché, comme tous les humanistes. C'est la personne humaine. Mais chez eux, c'est l'unité. Mais ce qui fait que nous, on aime bien les rebelles. Je me souviens, comme jeune président de région, avec Michel Crépeau, maire de La Rochelle, on avait fait une campagne, La Rochelle, la rebelle. Donc rebelle, en France, c'est bien, tu résistes, t'es bon comme tout. En Chine, le rebelle, il est coupable. Parce que l'unité est une valeur. Nous, l'unité n'est pas une valeur. On fait l'unité pour une équipe de foot. Le PSG, hier soir, il a été uni. Bon, il s'en est tiré. Bon, mais c'est pour quelque chose. L'unité n'est pas une valeur absolue. Parce que nous, c'est l'individu qui compte. Mais chez eux, c'est le groupe qui compte. Eh bien, vous voyez que la violence chez eux, elle est quand même beaucoup plus active. Ils ont mis des caméras un peu partout, parce que ce qui compte, c'est quand il y a un problème, que tout de suite la personne soit identifiée. Un peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, vous êtes sur l'autoroute. Si vous avez dépassé la vitesse, vous êtes de toute façon pris. En France, on fait une faute si on est pris. Si on n'est pas pris, on n'a pas fait de faute. Il faut voir quand c'est un peu notre truc. On est à peu près tous pareils comme ça. Moi, j'ai pas vu, pas pris. Et puis ça. Bon, mais aux États-Unis, de toute façon, vous êtes pris au début, vous êtes pris à la fin. Et donc, si vous avez un moment, vous êtes coincé. Aujourd'hui, en Chine, si vous vous attaquez à une femme, à un petit garçon, un petit ceci, dans la rue, tout ça, de toute façon, vous êtes pris. Parce que de toute façon, il y a des caméras qui vous ont filmé. Et donc, les gens vous disent, oui, c'est vrai que nous... Enfin, nous, on peut se promener dans les rues à 22h30. Ça. Est-ce que vous envoyez vos enfants vous se promener à 22h30 dans une grande ville? Non. Donc, je pense qu'il y a une question de société aussi. C'est que nous, on aime les révoltes, on fait de nos révolutions des grandes choses. On aime ça. Bon. Et donc, le type qui va bousiller votre machine à vendanger, il se prend un peu pour un héros, quelque part. Et donc, il faudrait quand même que dans la société, on dise que non, c'est pas un héros.
C'est pas un héros, parce qu'il est soumis à la violence, et se soumettre à la violence, c'est la pire des choses. C'est là, je dirais presque que c'est la faiblesse de dignité. Car la dignité d'une personne humaine, la dignité, et nous sommes tous égaux, non pas en physique, non pas en poids, non pas en richesse, non pas en ceci. On est égaux sur un seul point. On est égaux en dignité. On doit être respecté parce qu'on a tous la même dignité. Et on respecte nos dignités. Et notre dignité, elle est égale. Il n'y a pas la dignité du grand, la dignité du petit. On a tous la même dignité. Et je pense que notre dignité, c'est de résister à la violence. Notre dignité, c'est d'être responsable. Notre dignité, c'est d'assumer ce qu'on fait, d'être responsable de nous-mêmes. Et donc ça, je pense que c'est quand même une bataille un peu culturelle. Et c'est pour ça que je crois que la bataille culturelle aujourd'hui, il ne faut pas la prendre contre des gens, il faut la prendre contre la violence. C'est ceux qui se mettent en situation de violence qui sont, par exemple, l'injure. De ce point de vue-là, je trouve lamentable certains discours politiques à l'Assemblée nationale. Comment un gamin de 11 ans qui regarde à la télé, qui voit des gens qui s'insultent, tout ça, il dit je trouve que l'insulte est quelque chose d'insupportable, parce que c'est la violence verbale. Je crois qu'il faut aussi bien se mettre en conscience que si on veut combattre la violence, il faut combattre toutes les formes de violence. Et le politique, par définition, il a le droit de discuter des arguments, il a le droit de s'opposer, mais la personne qui est en face de lui, elle n'a pas la même opinion, mais elle a l'égalité de dignité. Donc la discipline et la rigueur devraient commencer ici, dans l'hémicycle. De commencer ici, commencer à tous les niveaux, à l'école, tout ça, partout, c'est de se dire, tant qu'il est blanc, il est noir, il est rouge, il est ceci, il est cela, il a égalité de dignité. Mais il n'a pas égalité de travail, il n'a pas égalité de tout, on veut faire l'égalité de tout. Non, il n'a pas égalité de tout. C'est la dignité humaine. Et la dignité humaine, c'est d'être capable, être digne de la nature humaine, c'est-à-dire se sentir responsable. Quelle est notre force? C'est notre liberté, notre force. Notre liberté, elle nous rend responsables. D'un côté, les gens disent on veut de la liberté, mais autrement, c'est la société qui est responsable, c'est les parents qui sont responsables, c'est mon patron qui est responsable, c'est ceci. Dès que ça va mal, c'est toujours quelqu'un d'autre. C'est jamais eux. Il y a ça quand même auquel il faut réfléchir. Et moi, je pense qu'il faut être très sévère sur toutes les formes de violence, et notamment tout ce qui est atteinte au matériel, tout ce qui est tout ça. Il faut, ça, c'est des discussions qu'il faut avoir avec la justice. C'est pas évident, parce que c'est avec la justice qu'il faudra avoir ces débats-là, parce que c'est naturellement, est-ce qu'il y a assez de diversité dans la formation de nos magistrats? On a une école de la magistrature, tout ça, mais ce qui est un peu à craindre, c'est que c'est un seul moule qui produit le juge aujourd'hui. Le juge, peut-être qu'il faudrait différentes formes de recrutement du juge. Peut-être il faudrait plus de diversité. On veut de la biodiversité pour nos plantes, il faut la faire aussi pour les femmes et les hommes. Et donc, il ne faut pas que... Moi, j'ai toujours été un peu hostile à l'ENA. Je suis un peu hostile quand il y a un seul moule pour fabriquer des gens. Par définition, il faut plusieurs moules. Donc, c'est vrai du magistrat, c'est vrai du militaire, c'est vrai de tout ça. Il faut que le brassage, ça compte. Et donc, il faut trouver un peu les moyens d'avoir une éducation dans notre pays, dans la République. La République, elle est fondamentalement pour l'unité contre la violence. Pour revenir sur les TPE et PME qu'on représente, on a l'impression que depuis plusieurs années, des décennies, on a l'impression qu'on a un pays qui n'a pas confiance au système entrepreneurial individuel. On voit que les gouvernements successifs ont plutôt tendance à être sensibles, à aller accompagner, à vouloir aider le système coopératif, associatif, plutôt que le système entrepreneurial. En France, on a l'impression que un entrepreneur qui ne réussit pas, c'est hors sujet, il n'a pas lieu d'exister, au lieu d'essayer peut-être de l'accompagner. Et à l'inverse, une entreprise qui est très performante, on a tendance à dire que c'est non plus pas normal et il faut le taxer. Quelle analyse vous avez par rapport à ça? On devrait être justement heureux. On a l'impression qu'en France, on a honte de créer de la richesse. Mais par contre, on n'a pas honte de soutenir, d'abonder, de subventionner un système coopératif, système associatif, parce que c'est politiquement correct d'accompagner le social. Vous posez les questions et vous apportez les réponses. Donc, je comprends que vous soyez président. Dans ma vie, j'ai été ministre des PME pendant 2 ans. Ça a été mon plus grand bonheur. C'était la fonction que j'ai la plus aimée de toutes les fonctions que j'ai assumées, parce que les PME, c'est un sujet
qui est très, justement, politique au sens noble du mot, parce que c'est de l'énergie humaine, sous très différentes formes. C'est un concept qui est plus philosophique qu'économique, parce que dans la PME, il y a de tout. Il y a de l'artisan, il y a du PME qui doit rester petit, il y a l'entrepreneur individuel, il y a celui qui est petit mais qui veut devenir gros. Enfin, il y a des différentes logiques. Mais cette culture, elle est très importante. Alors, ce que je devrais vous dire, il y a deux choses. La première, c'est qu'on n'aime pas l'argent dans ce pays. Ce n'est pas nouveau. Ça vient un peu de notre histoire. Et c'est très clair que ceux qui ont été formés par le protestantisme aiment mieux l'argent que ceux qui ont été formés par le catholicisme. Et qu'il y a l'histoire, d'où la différence avec l'Allemagne, la différence avec le schisme Luther, ça a été une grande période, et Calvin, ça a été une grande période où l'Église catholique a toujours eu, vis-à-vis de l'argent, une approche un peu de culpabilité. Alors l'Église catholique, elle peut accuser, heureusement elle pardonne, mais il faut quand même qu'elle accuse d'abord. Je suis un catholique, alors donc ce que je dis, je le dis avec une grande liberté. Mais c'est l'histoire qui nous a conduit un peu à ces logiques-là. Et globalement, on n'aime pas vraiment l'argent en France, et on n'aime pas, que, comme c'est dans beaucoup de pays, quelqu'un qui est richissime quelque part, c'est quelqu'un qui est méritant. Nous, comment il a gagné cet argent, d'où ça vient, comment ça se fait, qui l'a aidé, comment ceci, comment cela. Globalement, celui qui a de l'argent, il est un peu suspect. Et donc ça, il faut quand même se dire qu'on a quand même ça, et beaucoup de gens, vivant heureux, vivant cachés. Hein, ça a été une règle un peu de la bourgeoisie pendant très longtemps dans ce pays. Donc je pense qu'il y a ça qui fait que, grosso modo, on n'aime pas les gros. Bah, je parle des gros portefeuilles. Ah oui, d'accord, parce que je commence à me sentir mal. Hein. Oui, mais non, je ne parle pas des ceintures abdominales, ça c'est le contraire, la puissance. Mais bon, je pense que ça c'est quelque chose de très important qu'on a dans notre société. Vous voyez, d'ailleurs, quand on parle d'Arnaud, on ne parle pas du nombre de salariés qu'il y a, tout ce que fait Arnaud avec son argent. On fait le total de tout le capital de son entreprise. On dit voilà, il est multimilliardaire, il a la 7e fortune mondiale. Bon, il est forcément très riche, mais on ne regarde pas tout ce qu'il peut faire, et pour notre exportation, et pour ceci, pour ça, et tous les gens qui travaillent, et puis les innovations, et la création, et tout ça. Donc, oui, on accuse tout de suite par le montant. Ça, c'est un sujet. Mais si je peux me permettre une petite remarque sur les entrepreneurs. Quand j'étais ministre des PME, oui, je me suis amusé à prendre les journaux de 20 heures tous les soirs pendant 1 an. Et vous ne m'avez jamais vu? D'abord, je ne vous ai pas vu. J'en ai vu pas mal. Et il y avait quand même, j'avais 125 chefs d'entreprise qui s'exprimaient. Il n'y en a pas un qui souriait. Quand un chef d'entreprise va à la télé, c'est pour se plaindre de quelque chose. Il n'y en a pas un qui dit aux enfants, figurez-vous, quand je me lève le matin, je suis content d'entreprendre. Que finalement, j'ai la responsabilité, c'est quand même un bonheur. Certes, on a des emmerdes, mais au fond, quand même, on est libre de soi-même, on peut avoir des transmissions avec ses enfants, on a quand même, et puis que tous les matins, la responsabilité, ça fait vivre quand même. Hein. Et d'ailleurs, souvent, quand on est à la retraite, on devient vite malade. Hein. Donc, il faut continuer à travailler. Hein. Bon, et donc, moi, je vois ça avec les hommes politiques. Hein. Ceux qui arrêtent, ça va pas fort. Hein. Bon, donc, il faut quand même se dire que... il faut quand même expliquer aux gens que l'acte d'entreprendre, que la responsabilité. Moi, j'ai été vendeur chez Jacques Vabre quand j'ai commencé ma vie professionnelle. Eh ben, un bon de commande, quand vous le signez, c'est un vrai bonheur quand même. Hein. Mais il faut le dire aussi à la télé, qu'on a des bonheurs quand on fait des trucs. Parce que jamais les gens me disent « Oh, vous êtes les procédures, oh, la bureaucratie, oh, les impôts, oh, ceci, ça. » Oui, d'accord. Je comprends qu'il faut dire ça, notamment les syndicats, les professions. Ça, je comprends bien qu'il faut savoir pleurer un peu. Mais il faut aussi montrer que l'acte d'entreprendre, que la responsabilité, c'est un épanouissement humain. Et donc, c'est sûr que même les soucis, au fond, hein, je veux dire, ça empêche un peu de dormir. Mais quand même, c'est un peu ça aussi la dignité. Hein. La dignité, c'est notre condition humaine. Elle a de bons moments, mais elle a aussi des moments où il faut faire face. Hein. Et la dignité, c'est celui qui fait face. Hein. Ce n'est pas celui qui va chercher chez les autres la solution. Hein. C'est quand même quelqu'un qui assume et qui fait face. Donc moi, je crois que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bureaucratie. On a une société extraordinairement complexe. Je crois que là, on est parti dans un système qu'il va falloir voir de fond en comble. Hein.
Je pense qu'il va falloir qu'on pense à décentraliser massivement les choses. Parce que pour mettre de la diversité, c'est pas évident qu'il faut systématiquement penser les choses en Alsace comme en Aquitaine. Bon, il faut donc qu'on ait des préfets pourtant et des responsables professionnels et que quand ils se mettent d'accord, ils puissent décider des choses. Donc il y a un droit d'interprétation qui doit se créer. Donc je crois il va falloir sortir de cette complexité nationale qui rend la bureaucratie terrible et que nos pauvres fonctionnaires, qui sont souvent des gens compétents, qui ont des capacités, on les oblige à être des contrôleurs et pas des participants aux dynamiques. Donc, mais je pense qu'il faut aussi que les entrepreneurs puissent toujours garder une petite place pour dire aux jeunes, écoutez, être responsable, c'est quelque chose quand même qui fait grandir. Hein, et que finalement, quand on voit son fils et qu'on présente son fils et que son fils est dans l'entreprise, c'est quand même une certaine fierté. Et je pense que ça vaut aussi. Je confirme. Et ça vaut aussi quand même des choses qui sont importantes. Donc il faut quand même se dire que le discours syndical des PME, les PME, c'est une valeur. C'est une valeur de responsabilité, c'est une valeur de territoire, c'est une valeur de pragmatisme. Ça a plein de valeurs, c'est un sac de valeurs. Et bien, dans ce sac de valeurs, il faut quand même le dire, et qu'être responsable de ça, c'est quand même quelque chose. Et quand on a fait ça, finalement, sa dignité est renforcée. Moi, je trouve qu'on n'est pas perdant. Messieurs, on vous applaudit bien fort. Monsieur Raffarin, si vous êtes d'accord, on va donner la parole à la salle, peut-être qu'ils vous poseront quelques questions. Alors, le temps peut-être de positionner des micros. Levez bien le bras qui souhaite prendre la parole. Là, effectivement, au premier rang, si vous voulez bien vous présenter. Oui, Gérard Mapias, je suis le prédécesseur de Philippe, mais on a eu l'occasion de se rencontrer. Monsieur le Premier ministre, vous avez, au début des propos, à une réponse à Philippe, parlé de votre proximité avec la Chine, que tout le monde sait. Vous avez expliqué que la Chine, dans la guerre du Proche-Orient, n'a pas un grand intérêt, disons, à ce que ça dure, parce qu'elle risque d'en supporter les conséquences. Beaucoup de personnes ont peur que la Chine s'en mêle avec les armes, voire même la Russie qui soutient l'Iran. Et est-ce que la Chine ne bougera pas? C'est une question que beaucoup se posent dans nos chaumières quand on discute avec certaines responsabilités qu'on peut avoir autrefois, parce qu'on est tous frileux sur cette situation du Proche-Orient. Merci, Monsieur le Président. Ce que je vous dis, c'est ce que je pense. Hein. Ce n'est pas forcément une vérité, parce que c'est tellement complexe que je ne peux pas prétendre avoir la science infuse. Je pense que, d'abord, la Chine n'est pas historiquement belliqueuse. Elle n'a jamais fait la guerre à l'extérieur. Elle n'a fait la guerre que quand elle a été attaquée. Et elle a été attaquée par les Japonais et elle a été attaquée par nous. On dit souvent qu'on donne des leçons à la Chine. Enfin, nous, on a quand même fait la guerre de l'opium, c'est-à-dire qu'on a empoisonné le peuple pour le gouverner, ce qui est quand même pas extraordinairement brillant. Aujourd'hui, on se bat contre les narcotrafiquants, mais on a eu des ancêtres qui étaient quand même des narcotrafiquants pour prendre le pouvoir en Chine. Tout ça pour dire que ceux qui donnent des leçons, il faut quand même faire attention un peu à notre propre histoire. Mais cette Chine d'aujourd'hui, elle a des objectifs qui ne sont pas des objectifs de guerre. Pour le moment, elle a encore des objectifs de développement pour sortir encore beaucoup de gens de la pauvreté. Ils en ont sorti 700 millions, ils en ont encore à sortir. Et donc, leur objectif, c'est Taïwan. Donc, le risque que nous avons principal, c'est qu'à un moment, il y a tellement de désordre qu'ils en profitent pour mettre la main sur Taïwan. Mais je ne pense pas qu'ils interviennent. Alors que l'Iran est quand même un partenaire très très proche. Dans les relations que j'ai vues, si je représente le président de la République dans un forum qui s'appelle le Forum des routes de la soie, où il y a Poutine, où il y a l'Iran, la Chine est toujours encore plus proche de l'Iran que de la Russie. Hein. Et notamment à cause du pétrole, mais notamment aussi parce qu'ils se protègent les uns les autres. Et donc, mais la Chine, à mon avis, n'est pas aujourd'hui dans une situation où elle veut un affrontement. Mais si elle pouvait profiter de cette situation pour mettre la main sur Taïwan, ça, c'est peut-être parce que Taïwan, c'est un objectif. Taïwan, ils ne laisseront pas Taïwan partir dans la nébuleuse américaine.
Ça, c'est pas possible. Ça, il faut se dire qu'ils sont donnés un objectif, c'est que d'ici 2049, centenaire de la République, Taïwan sera de retour avec la Chine. Donc, ils vont essayer, comme toujours, c'est de gagner la guerre sans avoir à la livrer. C'est ça les règles de Confucius, de l'ensemble des grands penseurs chinois, c'est le rapport de force. Donc, le bon général chinois, c'est celui qui a gagné la guerre parce qu'il a créé les conditions que l'autre ne l'attaque pas. Donc, ils ne sont pas des batailleurs, mais ils sont des champions du rapport de force. Donc, à mon avis, aujourd'hui, le risque est faible qu'ils s'engagent dans cette bataille contre les États-Unis en Iran. S'il y a une bataille qui pourrait ajouter au désordre, ce serait qu'ils s'occupent de Taïwan, se disant que tout le monde occidental est occupé par autre chose. Une autre question. Qui souhaite prendre la parole? Oui, au quatrième rang, cinquième rang. 2 questions. Gérard Maréchal, ancien entrepreneur retraité, j'ai créé 50 emplois sur l'existence de l'entreprise. On a fourni de la valeur ajoutée et pendant ce temps-là, le gouvernement s'est endetté de 3 500 milliards. Quand est-ce que ça a merdé? Parce que franchement, moi je me pose des questions. Et on voit la Grèce qui remonte, on voit l'Italie qui remonte et nous, on continue de s'enfoncer. Est-ce qu'il va falloir trouver une solution? Alors, est-ce qu'on se fie aux 2000 milliards d'Amundi, là où j'ai mon assurance vie, et qu'on nous cautionne pour avoir les emprunts par rapport à l'Europe? Telle est ma question. Bon, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a une maladie chronique et puis il y a eu des accidents. La maladie chronique, c'est que les Français n'ont pas une culture de l'équilibre budgétaire, puisque la dernière fois qu'on a été en équilibre budgétaire, c'était en 1975 avec Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre. Depuis 1975, on est en déficit budgétaire. Donc, mais je me souviens que mon président, Jacques Chirac, accusait toujours Bercy d'avoir des sous cachés quelque part. Et quand on lui disait « on n'a pas de sous pour faire ça », il disait « toi, t'inquiète pas, les finances, ils vont le trouver. T'inquiète pas, ils en ont planqué assez pour te le trouver. » Donc, c'était un peu cette culture-là que j'ai vu ça. Bon, ça, c'est un peu la maladie chronique. Mais ça, on essayait de rester en dessous des 3% quand même. Là, on a fait un bond quand même. Je pense que de toute façon, il est clair que le quoi qu'il en coûte du Covid a été quand même... Il faut dire qu'aujourd'hui, pour être le plus juste possible, c'est qu'on sait vraiment que ce que ça a coûté et que c'était absurde d'aller à ce point-là. Quand c'est arrivé, on a quand même eu des frayeurs, et j'imagine que le ministre des Finances de l'époque avait des frayeurs quand il voyait tous les restaurants, tous les bistrots, tous les gens dans des situations de pré-faillite partout. Et que quand vous mettez en confinement un pays, vous voyez que les choses qui s'écroulent partout. Gouverner, vous savez, moi j'ai gouverné la France 3 ans, mais j'ai jamais été dans la situation quand même où je ne savais pas s'il y avait de l'école demain, si on allait mettre... Cette histoire de confinement, ça a quand même été, pour ceux qui gouvernaient, ce n'était pas mon cas, mais je pense que ça a quand même dû être compliqué. Alors, faire le jugement après, c'est assez facile, parce qu'on sait que ça n'a pas duré plus que ça, etc., etc. Mais quand ils étaient là, ils se sont dit, il faut éviter que les gars meurent. Et donc, ils ont distribué quand même avec ces prêts que les gens devaient rembourser après, mais qu'ils n'avaient pas les moyens de rembourser, parce qu'ils sont sortis asséchés du système. Donc, je pense qu'on a fait une erreur. Pour moi, ce n'est pas forcément une faute, c'est vraiment une erreur de jugement, mais comme on a fait une erreur quand on a décidé de faire l'Union européenne fondée non pas sur la défense, mais fondée sur le marché. Aujourd'hui, la force, c'est la défense, ce n'est pas le marché. Et nous sommes les seuls qui n'avons pas dans les mêmes mains l'économie et la politique. Quand vous discutez avec Xi Jinping, quand vous discutez avec Trump, il a l'économie, les grands groupes, l'argent, et il a le dollar, il a le pilotage de l'économie. Et il joue avec l'économie. Et Xi Jinping fait pareil. Nous, l'économie, c'est Bruxelles, la politique, c'est la France ou l'Allemagne. Enfin, c'est les nations. Donc nous, c'est Mme von der Leyen qui gère les tarifs et c'est nous qui échangeons les relations diplomatiques. Alors les relations diplomatiques, c'est beaucoup des questions de tarifs.
Donc on voit bien l'ambiguïté, ce qui fait que Mme von der Leyen joue avec le Mercosur parce que c'est de l'économie, alors que c'est une question très politique aujourd'hui. Donc je pense qu'on a fait cette erreur-là. Et donc je pense qu'on a fait aussi cette erreur de penser que la pandémie serait peut-être encore plus longue ou plus difficile. Mais on était complètement dans le noir. Moi, quand j'étais Premier ministre, il y a eu l'affaire du SRAS, qui était une pandémie en Chine, mais ça n'avait pas sorti de la Chine. Mais je me souviens quand même, parce qu'il y a eu un ou deux cas après des vols d'avion au Canada, on a quand même vraiment eu peur que ça puisse se répandre. Et je suis allé en Chine. Mais c'est pour vous dire que alors les Chinois m'en sont très reconnaissants, c'est pour ça que j'ai de la notoriété en Chine, mais au fond, à l'époque, moi, je n'avais pas peur. Je ne pensais pas que la pandémie serait ce qu'elle est après. Quand je repense après ce que c'était, je me dis, est-ce que j'aurais refait la même chose? Je n'en sais rien. Mais tout ça pour dire qu'on a fait une grave erreur, c'est de penser qu'à un moment, la vie de tous ces acteurs-là, au fond, était en cause parce qu'ils n'auraient pas les moyens de rembourser. Et là, on a prêté à des gens, on ne s'est pas comporté en bon banquier. Monsieur Raffarin, vous avez justement parlé de Mme von der Leyen. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'Europe agricole est affaiblie par l'épisode du Mercosur, par la position de Mme von der Leyen, à un moment où on doit réfléchir à la nouvelle PAC? Je pense que Mme von der Leyen, elle a dépassé son rôle et c'est quand même assez regrettable. Et ça nous affaiblit considérablement. Parce que, naturellement, les Indiens, les Chinois, les Brésiliens, tout ça, ils vont jouer entre l'Allemagne, la France, le Bruxelles, et qu'on ne parle pas d'une seule voix, et qu'aujourd'hui, la puissance, c'est l'unité. Et donc, ça nous affaiblit considérablement. Je pense que sur le Mercosur, on a mal joué quand même là-dessus. Je pense que, pour vous dire très franchement, je pense que Chirac n'aurait pas pris le problème comme ça. Chirac, il aurait fait un plan. Je suis d'accord avec vous, j'aurais pas fait comme ça. Ouais. Vous, je vais vous dire un truc. Dimanche, vous serez maire. Et donc, Chirac, il aurait fait un plan élevage. Parce qu'au fond, il y a une question élevage, qui est une question très importante, parce que qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur les forêts, tout ça. Moi, je suis un grand marcheur, et contrairement aux apparences, mais je marche beaucoup en montagne l'été. Quand il n'y a pas d'élevage, il y a des buissons, il y a des promenades que je faisais il y a 10 ans que je ne peux plus faire aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de bêtes en haut. Et que quand il n'y a plus de bêtes, et c'est comme dans la forêt, quand il n'y a plus de gens qui y vont, c'est de la friche. Donc la régulation, ça passe, naturellement, il faut des zones, il faut discuter de ça, mais en montagne, ils sont quand même beaucoup plus ouverts à la présence humaine, parce que la présence humaine, c'est souvent, ou animale, c'est souvent le moyen de maîtriser les choses. Donc je crois que sur le Mercosur, il fallait faire un plan d'élevage. Le plan d'élevage, il est quand même, la bureaucratie sur l'élevage est quelque chose de quand même assez fou. Aujourd'hui, l'éleveur, c'est un informaticien. Il faut qu'il gère l'ensemble. Quand il fait des bâtiments d'élevage, la réglementation des bâtiments d'élevage, c'est quelque chose d'assez terrible. Donc, je pense qu'il y avait des moyens de faire des moratoires sur un certain nombre de choses, de soutenir l'élevage pour accepter le Mercosur. Parce que le Mercosur, on en a besoin pour le vin, on en a besoin pour un certain nombre de choses, on en a besoin pour le cognac. Et ici, c'est quand même important. Je suis croyant et pratiquant. Et donc, il faut quand même soutenir tout ça. Et donc, je pense que c'était de faire ce rapport de force que sur l'élevage. Il fallait un plan. Il fallait, de mon point de vue, accepter. C'est ce qu'aurait fait Chirac, c'était accepter le Mercosur et puis faire un plan élevage. Vous voyez, puisque je parle de Chirac un peu, aujourd'hui, on a 2 grands sujets avec l'Allemagne. Si on n'est pas unis avec les Allemands, on est complètement sans rapport de force avec les grandes puissances. Il faut bien voir ça. Et d'autant plus que maintenant, von der Leyen essaie de jouer assez fortement. Donc il faut qu'on soit fort avec les Allemands. Avec les Allemands, ce qu'on faisait avec Chirac, on n'allait jamais à une réunion internationale sans avant avoir négocié avec les Allemands une position commune. Et quand on n'était pas d'accord, la veille de la rencontre, il y avait une rencontre entre le chancelier Schröder et Chirac, et on coupait la poire en 2. Je me souviens qu'on avait partagé 15 milliards
pour Saint-Nazaire et les bateaux, et pour la zone de Hambourg, qui était la zone où le chancelier était élu, pour les inondations. On avait partagé en deux pour aller à la Réunion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de se diviser sur le véhicule électrique chinois, pour l'augmentation des taxes, la France a voté pour, l'Allemagne a voté contre. On s'est affaiblis tous les deux. Sur le Mercosur, l'Allemagne a voté pour, la France a voté contre. Je pense que la bonne décision à la Chirac, c'était le Mercosur, c'est la France qui décide, parce que c'est l'agriculture, et le véhicule électrique, c'est l'Allemagne qui décide, et l'autre s'aligne. Et en fait, on aurait partagé le deal comme ça. Et je pense que il faut avec l'Allemagne, il faut partager des deals comme ça pour avoir de la puissance. Mais je pense que le Mercosur, il y a dans le Mercosur un potentiel pour notre agriculture, mais naturellement, je sais bien, l'élevage, et l'élevage est très important, y compris dans cette région. Et donc, il fallait un plan pour l'élevage. Mais je pense que c'est assez facile de faire un plan pour l'élevage, pour notamment attirer les jeunes, parce que un de nos problèmes, ça va être la démographie agricole. Vous répondez à une partie du sujet, mais il faut aussi qu'il y ait des jeunes qui viennent, et qu'il y ait des jeunes qui viennent avec votre savoir-faire, avec vous. Donc, et tout ça, il faut que ce soit attractif. Donc, vous faites un plan de 10 ans, un moratoire de 10 ans sur l'élevage. Après, on verra les choses. Mais on peut faire des choses quand même en France. Hein. Mais là, on aurait dû le faire sur le sujet qui était chaud et de ne pas prendre toutes les autres productions un peu en otage à cause de l'élevage. C'est mon sentiment. Nous avons le temps juste pour une dernière question. Monsieur Sauron, par exemple. Ah oui, et puis madame qui avait posé aussi. Bonjour Monsieur le Premier ministre, je suis Benjamin Banton, donc je suis président de la commission viticole. Je voudrais tout d'abord vous remercier parce que je suis aussi membre de l'organisation du congrès et je pense que votre intervention vient de donner une autre teneur à notre congrès, donc merci beaucoup pour ça. Et en tant que jeune entrepreneur, je pense aussi que j'ai beaucoup appris pendant 1 heure, beaucoup plus qu'en quelques mois. Donc merci pour votre temps. Ma question, elle est bien entendu tournée sur la viticulture. Aujourd'hui, au vu de tout ce que vous venez de nous dire, je ne peux pas me priver de vous poser la question. Que pensez-vous du contexte économique viticole français actuel ? Bon, il y a beaucoup de facettes qui sont difficiles. Disons que le premier sujet, c'est qu'il y a de très nombreux pays qui font maintenant du bon vin. Il faut pouvoir le dire aussi quand même. C'est que les vins chiliens, les vins d'Afrique du Sud, il y a quand même beaucoup de pays qui font du bon vin. Donc il faut se dire qu'un vin chilien qui en Chine n'a pas de droit de douane, c'est un sacré concurrent pour le vin français qui a des droits de douane énormes. Donc, il faut se dire qu'il y a cette compétition. Et donc là, on a besoin d'accords internationaux pour faire respecter. C'est là où nous, on doit rester quand même dans le camp du droit contre le camp de la force, parce que c'était les règles de l'OMC. Et si maintenant, on peut donner des droits de douane simplement à qui on veut, comme on veut, on est dans un grand désordre international. Et l'OMC devait être à un moment, un autre, le lieu où se créent des règles et où on pouvait avoir certes certains des inconvénients, mais des compensations, etc. Donc aujourd'hui, c'est à craindre que des pays comme la France, on se trouve dans des situations de droit de douane qui sont des situations très mauvaises. Ça, c'est un premier point. Et d'où la question, par exemple, le Mercosur pour la viticulture est quelque chose d'important. Il faut pouvoir le dire raisonnablement et paisiblement, sans ignorer l'élevage. Mais il faut se dire qu'on a besoin d'avoir des accords et d'avoir des droits de douane le plus bas possible. Et le Mercosur, il y a quand même des proximités de culture avec l'Amérique latine qui font que ces marchés-là, il faut pouvoir les travailler aussi. Donc ça, c'est un premier point qui est quand même très important. Le deuxième point, c'est qu'il faut quand même veiller à ce que on reste sur des normes de très bonne qualité. Quoi. Tout le monde monte tout ça. Donc il faut que... mais il y a quand même... On a en France fait des efforts considérables. Aujourd'hui, vous avez un vin du Languedoc-Roussillon qui est un très bon vin. Bon, c'était pas du temps de mes parents. Il y avait un ministre qui parlait de bibine. Quand même. Bon, c'est quand même
quelque chose de très important. Et donc, il faut se dire que dans le Bordelais, évidemment, sur toutes les quantités, il faut quand même veiller à la qualité, que la quantité n'est pas forcément ce qui va pouvoir nous aider. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est, je pense aussi, dans les modes de vie, qu'on puisse être raisonnable et pas là aussi de faire de l'idéologie, pas faire... Personnellement, je trouve que accuser le buveur de vin de tous les maux, ça m'irrite un peu. Parce que je pense toujours à Winston Churchill qui disait les Français sont toujours difficiles à battre parce qu'ils boivent en mangeant 2 fois par jour. Et donc ils sont heureux 2 fois par jour, quoi qu'il arrive. En période de guerre, ils sont heureux 2 fois par jour. Je pense que cette forme de convivialité, cette forme de ce qu'il y a autour de la table, de la gastronomie, tout ça, il faut en faire un atout de la France aussi. Et ne pas avoir ce ton qu'on a de plus en plus de la société accusateur. Vous faites ceci, vous faites cela, et en permanence. Donc, on crée l'idée qu'il y a des comportements coupables. Donc, boire du vin, c'est pas coupable. On n'est pas coupable. On peut être irresponsable peut-être quand on en boit trop, mais on n'est pas forcément coupable. Je veux dire, la liberté de l'homme, s'il assume ses défauts, je veux dire. Et donc, ce que je trouve un peu terrible aujourd'hui, c'est ce ton général. Je le vois, parce que c'est encore pire pour le cognac. Mais je pense qu'il faut qu'on garde. Alors, on a beaucoup de grands chefs. Les chefs de la gastronomie ont réussi un truc très bien, c'est qu'ils ont mis quand même le travail manuel à l'honneur. Il y a des grandes vedettes nationales qui sont aujourd'hui des grands chefs et qui mettent et l'œnologie et la gastronomie en avant. La question que je pose aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de grands... C'est pas possible qu'on ait des 3 étoiles à ce prix-là en France. Il y a un moment où, quand on va à Paris dans un 3 étoiles, moi j'y suis allé il n'y a pas longtemps une fois, là, j'étais le seul Français dans la salle. Donc il y a un moment où il faut quand même que le chef qui incarne un peu le pays, il faut qu'il soit accessible. Il faut qu'il fasse attention à La Rochelle, à Coutanceau. Il a fait une grande brasserie à côté de son restaurant gastro. C'est très bien, il est dans la brasserie. Bon, ça, je pense qu'il faut rendre les choses accessibles. Parce que le travail manuel, c'est bien de créer une aristocratie respectée, mais pas pour la mettre en dehors du peuple. Et donc, je pense que la gastronomie, il faut la garder populaire. Et donc, l'entrecôte à la bordelaise, c'est encore ce que je préfère. Je suis désolé pour toutes les questions que l'on n'a pas pu prendre, et en particulier pour madame. Je sais que vous avez demandé la parole et je vous prie de m'en excuser. Mais il est 12h30 et on doit respecter le timing. Monsieur le Président. Monsieur Raffarin, merci beaucoup. Je vais vous poser une dernière devinette. Oh là là. Pour vous, qu'est-ce qu'un homme d'État et qu'est-ce qu'un homme politique? Après, je vous donnerai mon analyse personnelle, je préfère... J'aurais bien envie de l'écouter, même si je pense que je peux deviner. Bon. Disons qu'un homme politique peut être un homme d'État. Tous les hommes politiques ne sont pas des hommes d'État, mais tous les hommes d'État sont des hommes politiques. Je partage. Bon. Donc, je pense que ce qui me paraît le plus important aujourd'hui pour un homme politique, c'est qu'il incarne physiquement, qu'il incarne son combat politique, qu'il soit authentique avec son combat politique et qu'il l'incarne, mais dans la vie concrète. C'est pour ça que je suis pour que les maires puissent venir à l'Assemblée nationale, pour que le terrain reste la légitimité. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de créer 2 classes politiques. Il y a la classe politique locale et puis il y a la classe politique nationale. La classe politique nationale, elle ne connaît pas le terrain, mais elle a le pouvoir. Donc à un moment, vous allez avoir une rivalité entre les deux. Et vous verrez que ça ne se passera pas bien. Donc ça, je pense que l'homme politique est... Mais c'est vrai que très souvent, un homme politique peut être dévoré par... mais comme beaucoup de gens, c'est vrai aussi des chefs d'entreprise, il peut être dévoré par le court terme alors qu'il faut qu'il pense aussi au moyen terme. L'homme d'État, j'en connais pas beaucoup.
Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut dire vrai, c'est que vous pouvez être un homme d'État dans certaines circonstances, et puis dans d'autres circonstances, il y a un moment où c'est un peu comme le général. Le bon général, c'est aussi celui qui est à un moment dans certaines circonstances. Il ne faut pas négliger les circonstances dans la vie humaine. Il y a beaucoup de généraux qui ont été des héros parce qu'ils étaient là au bon moment. Il y a aussi, c'est arrivé aussi dans l'histoire. Je pense que l'homme d'État tel qu'on peut le rêver, c'est quelqu'un qui pense plus à l'État qu'à lui. Et l'homme politique, ça lui arrivait de penser plus à lui qu'à l'État. C'est sans doute un point clé. Bien, écoutez, on aurait voulu continuer à vous écouter pendant des heures. Je voulais, au nom de tous les entrepreneurs ici présents et au nom de la Fédération nationale, mais aussi de les organisations régionales, et en mon nom personnel, vous remercier énormément. J'avais à cœur que vous soyez là. J'avais compris ça. Voilà. On est de la même terre, hein, on est à 30 minutes l'un de l'autre, mais ça me tenait à cœur d'avoir votre expertise, toute l'expérience que vous avez eue, et je considère que vous êtes un homme d'État et pas un homme politique. Et donc, en petit souvenir, je vous remets cette boîte qui reflète un peu la forêt, c'est du bois. Et vous avez parlé que vous étiez croyant et pratiquant. Eh bien, il y a tout ce qu'il faut dedans. Un grand merci beaucoup à vous. Merci de l'applaudir. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. On se retrouve à 14h précises devant l'entrée pour la photo, comme on fait chaque année. Donc surtout, soyez bien présents à 14h pour que l'on puisse attaquer avec la table ronde juste après. 14h devant la porte d'entrée du Palais des Congrès.